Allez, allons écouter Karim Zeribi, mesdames et messieurs. Indéfendable. Karim Zeribi. Vous savez, moi, pour analyser l'action d'un homme politique, j'écoute ce qu'il dit et je regarde ce qu'il fait. Quand j'écoute ce que dit Bruno Retailleau et quand je regarde ce qu'il fait, je me dis effectivement qu'il y a un deux poids deux mesures dans sa manière effectivement de traiter les Français. Je le dis parce que je le ressens comme tel. Il a mis 48 heures pour se rendre sur place. Je ne sais pas si pour d'autres communautés, il aurait mis autant de temps. Il était à Rome. S'il n'avait pas, il n'aurait pas arrêté son meeting pour se rendre effectivement auprès de la communauté en souffrance, qui d'ailleurs, au-delà de la communauté en souffrance, est la communauté nationale dans son Nationale d'abord, oui. En pleine émotion. Mais c'est vrai, on a le droit de se poser la question. Et en plus, il ne s'est pas rendu à la mosquée, il s'est rendu à la préfecture. Si ça s'était passé dans une église ou une synagogue, qu'aurait-il fait ? Est-ce qu'il serait allé 48 heures après à la préfecture seulement, ou est-ce qu'il serait allé aux côtés des fidèles pour leur dire effectivement sa compassion et son soutien? Premièrement. Ça s'appelle un procès d'intention. Bruno Retailleau ne s'est pas rendu à la rupture. Ah ouais, le mec, il m'a offert un sub, mais n'a jamais écrit sur mon chat. Faut un début à tout, Zoubi. Merci, mon gars. Merci et bienvenue sur ma chaîne Twitch, évidemment. Du jeune de la grande mosquée de Paris, en prétextant qu'il faisait la différence et autres. Vous savez, je crois qu'on a fêté Hanouka à l'Élysée. Oui, alors c'était pas Bruno Retailleau. Je ne parle pas de Retailleau, je parle du fonctionnement de la République. Retailleau, c'est pas que Retailleau, ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes. Il incarne à un moment donné la position de la France. Il est dans un gouvernement. Là aussi, moi, ça ne m'a pas gêné du tout. C'est vrai qu'on a fêté Hanouka à l'Élysée. Rendez-vous compte, les amis. À l'Élysée, on a fêté ça. Wesh. Vous imaginez, les mecs, si on fêtait l'Aïd? On fêtait l'Aïd à l'Élysée. Mais là, mon Dieu, CNews, mon Dieu, la gueule de CNews, mesdames et messieurs. Par contre, quand Hanouka a été fêté, il n'y a pas eu de gros débats en mode fallait-il le faire, ils l'ont pas fait ou je ne sais pas quoi. Par exemple, la messe de Pâques aurait pu être faite à l'Élysée. À l'Élysée, les mecs. Ça n'a pas été fait, hein. Ça n'a pas été fait. Donc oui, évidemment, il fallait faire dans l'église parce que oui, c'est la maison de Dieu, etc. Mais ils auraient pu très bien faire la messe de Pâques ou une prière de Pâques à l'intérieur de l'Élysée. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, genre. Mais quand c'est Hanouka, bizarre. Qu'on fait Hanouka à l'Élysée. Grand bien lui fasse au président de la République. Bizarre. Mais il y avait un membre du gouvernement à la rupture. C'est quand ça les arrange, Il y avait un membre du gouvernement à la rupture de l'Iftar, Monsieur Barrot, me semble-t-il. Absolument. Oui. Non, mais Jean-Noël on parle Barrot. du Bruno Non, mais il y avait Retailleau, quand même. ministre des Cultes. On parle quand même de l'action du ministre. Là, vous parlez du président et après d'un ministre. Et dans un deux poids deux mesures ou pas? On ne parle pas de M. Barrot. Ne détournons pas l'analyse que je suis en train de porter. Je porte l'analyse sur les mots de Retailleau et l'action de Retailleau. Sur l'action de Retailleau. Sur les mots. Alors, juste sur les délais, effectivement, le reproche a été fait à Bruno Retailleau. Vous avez pointé le fait que Bruno Retailleau a mis du temps à se rendre sur place. C'est un des reproches qui lui a été fait. Et qu'il n'est pas allé à la mosquée. C'est un reproche qui lui a été fait. Et on lui a aussi reproché de ne pas avoir reçu la famille du jeune Aboubacar Cissé. Et il s'en est expliqué. Alors, je ne sais pas si on a le son, mais on le retrouvera. Allez-y, terminez, Karim. Donc, il ne se rend pas sur place. Il ne va pas à la rupture du jeûne dans un moment important pour les musulmans, alors que tous les autres ministres de l'Intérieur l'ont fait jusqu'à présent. Tous les autres. Nicolas Sarkozy, même Darmanin. Gérald Darmanin, tous les autres l'ont fait. Même Darmanin. Il dit à bas le voile à la tribune. Tu omets beaucoup de choses sur Hanouka à l'Élysée quand même. Les gars, quand vous voulez m'attaquer, quand vous voulez débattre avec moi, mais allez au bout des choses. Je suis censé faire quoi avec cette phrase, genre? Je mets quoi du coup? Mais pose le constat, parle directement, mon gars. Tu veux m'interpeller? Va au bout des choses. Développer. Wesh, on dirait qu'on est à l'école, ma gueule. Attaque-moi correctement. Peut-être que j'ai raté des choses, moi, je sais pas. Moi, j'ai juste vu Macron avec des juifs fêter Hanouka, genre, je sais pas, c'est ce que j'ai vu. Il y a eu le truc avec la bougie, je ne connais pas exactement la religion, comment ça se passe, mais on l'a tous commenté, on l'a vu sur mon stream, on l'a vu en 1080p, on a trouvé ça pas normal parce qu'il y a la séparation de l'église et de l'État, mais tu me parles que je omets beaucoup de choses. Parle, mon gars! Dis les choses! Je pense pas qu'il parle de toi, mais au moins, allez au bout des choses. Parce que même cette phrase, même si elle ne m'est pas ciblée, allez au bout, parce que peut-être que je vais apprendre des choses, moi. À la tribune d'un meeting, je veux bien qu'on combatte effectivement le voile là où la laïcité nous interdit de porter des signes religieux. Oui, sur c'est PS5, tout à fait normal. PS4, pardon. Mais quand on dit abat le voile de manière générale, on va bien au-delà de ce que la laïcité implique. Et puis, dans toutes ces sorties, Bruno Retailleau n'a que le mot islamisme à la bouche. Quand on n'a que le mot islamisme à la bouche, on a tendance à confondre l'islam et l'islamisme.
les musulmans et l'islamisme. Exactement. Je veux qu'on combatte l'islamisme, je veux qu'on combatte l'intégrisme, je veux qu'on combatte les extrémismes, je veux qu'on combatte le terrorisme. À l'évidence, et tous les musulmans le souhaitent. Mais à un moment donné, quand vous faites une confusion permanente dans la sémantique, dans les mots utilisés, quand vous créez le doute, c'est pas sain tout ça. Donc, moi, je ne dis pas qu'il a du sang sur les mains, je n'irai pas jusque-là. Je ne dis pas que c'est sa faute. Ça, je suis pas d'accord avec toi, Awa, hein, parce que le abat le voile, la formule utilisée par abat le voile, c'est vraiment abat l'islam. Genre vraiment, c'est ce que veut dire Monsieur Retailleau. Mais bon, les gens ne seront pas d'accord. Ils vont tous. J'ai fait le tweet, hein. J'ai fait un tweet ce matin. D'ailleurs, j'avais bloqué les commentaires. Parce que moi, je lis rarement les réponses qu'il y a sous mon tweet. Mais les mecs, ils ont dit quoi? Ils ont dit, il a raison, abat le voile. Évidemment, abat le voile. Parce que regardez hein, ce qui s'est passé. Hein. Regardez, attendez. Regardez ce que le préfet des Yvelines a tweeté hier. Hier après-midi, une jeune femme âgée de 26 ans a déclaré avoir été violemment agressée à Poissy. L'agresseur lui a notamment arraché son voile. Arraché son voile. Abat le voile. Abat le voile. Ça passe par des actes comme ça, mesdames et messieurs. Voilà. Les gens vont commencer à péter leur tête. Ils vont voir une femme voilée, ils vont vouloir lui arracher le voile. C'est ça le abat le voile. Ça passe par ça, les mecs. C'est le résultat de la phrase « abat le voile ». Et François Bayrou est responsable de ça, parce que c'est lui qui a maintenu Retailleau à la tête du ministère de l'Intérieur. C'est de sa faute, ça. C'est de sa faute à Bayrou. C'est de sa faute. C'est les conséquences directes des propos de Retailleau, évidemment. Évidemment, évidemment. Mais qui va lui attraper la veste? Personne. Personne va lui dire à Retailleau, est-ce que c'est pas un peu abusé comme formule « abat le voile » parce que regardez, on a appris hier qu'il y a une femme qu'on lui a arraché le voile. Est-ce qu'on va lui poser la question, les journalistes? Non. Je n'irai pas jusque-là. Je dis simplement qu'il n'est pas neutre dans sa position, qu'il n'a pas de position juste à l'égard de tous les Français en fonction de leurs origines et de leur religion. Et moi, ça me dérange parce que la République, c'est l'égalité de traitement de tous, sans distinction de religion, de couleur de peau ou d'appartenance d'origine. Et c'est la question du deux poids deux mesures qui est dénoncée notamment pour le voile et que soulève Karim. Alors, pardon. Sport en général. Oui, non, mais moi, tu parles de confusion, Karim. Excuse-moi. Alexandre aussi, qui est bien arrivé. Il y a une grande confusion dans tout ce que tu dis, parce que tu nous expliques qu'en parlant d'islamisme, il établit une confusion entre l'islam et l'islamisme. Où vas-tu inventer ça? Où vas-tu inventer ça? La confusion permanente. Non, pardon. Ne pas vouloir aller dans l'ambassade algérienne à Paris, qui est la grande mosquée. L'ambassade algérienne à Paris. Ah bah oui, enfin c'est très... Non mais tu vois, toi aussi... Waouh, la grande mosquée de Paris, et c'est l'ambassade de l'Algérie pour monsieur Geoffroy Lejeune, putain. Waouh. Après, on m'a dit beaucoup du mal de la mosquée de Paris, les mecs. Je ne sais pas vous s'il y a des musulmans sur mon stream là, mais on m'a dit du mal. La mosquée, elle a été construite dans un endroit bizarre à Paris. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Mais bref, on rentre pas dans les détails parce que là, ça va partir en couille après. Tu ouvres une boîte de Pandore, tu te permets toutes les outrances. La grande mosquée de Paris, l'ambassade. Si on commence le débat sur cette manière-là... On va essayer de faire un débat respectueux et dans le calme. Allons-y tranquillement. Allez-y. Ambassade, c'est pas non plus une insulte. On sait que dans le contexte aujourd'hui des relations entre la France et l'Algérie, le recteur de la grande mosquée de Paris est un relais du pouvoir algérien en France. C'est pas une insulte que de dire ça. Et par ailleurs, lui-même le reconnaît. Pourquoi les autres ministres y allaient à la grande mosquée de Paris? Je vous pose la question. Pourquoi Bruno Retailleau n'y va pas? C'est parce qu'il est dans un bras de fer avec l'Algérie sur la question des expulsions, sur la question de Boualem Sansal. La grande mosquée de Paris, c'est pas la mosquée. Les amis, on est parti sur l'Algérie qui passe franchement le sujet du jour. La mosquée des musulmans. Allez, s'il vous plaît, je vous ferai terminer. Le sujet, c'est pas l'Algérie aujourd'hui. Tu fais une confusion extrême. Non, c'est la réalité. Tu mets de la politique et du conflit là où il y en a pas. Je vous ferai terminer. J'explique juste comment il a justifié. Mais le sujet n'est pas l'Algérie aujourd'hui. Je suis d'accord, mais j'explique juste comment il a justifié le fait de ne pas aller à la rupture du jeûne. Et par ailleurs, il y avait en effet, Laurence l'a dit, un membre du gouvernement. Ce que je veux dire, c'est juste qu'à la fin, parler de confusion, quand tu le reproches de se battre contre l'islamisme, tu dis qu'en parlant d'islamisme, il va créer une confusion avec l'islam. Et dire à la fin, mais je ne l'accuse pas d'avoir du sang sur les mains, je suis désolé, tu as la même rhétorique. Parce que je pense que... Ouais, j'ai vu Benasser, le recteur de la grande mosquée de Paris a dit que le voile ne devrait pas exister en France, soi-disant l'Algérie serait d'accord avec ça. C'est vrai ça, c'est vrai qu'il l'a dit hier, il était invité sur BFM TV pour s'exprimer de l'islamophobie en France, et cette formule a été prononcée de ses mots, de sa bouche. Waouh. Va, t'es pas chaud de t'essayer aux commentaires du match ce soir sur Twitch? Les gars, je suis pas un commentateur de foot, moi. Pourquoi vous voulez que je commente du foot? Vous êtes fous, quoi. Ça intéresse personne. Moi, je veux juste commenter de la politique, pas du football. Ça va pas ou quoi, le chat? Le passage à l'acte n'est pas lié essentiellement. Il a dit ça vraiment, les gars, recteur. Le voile, si je tape recteur le voile,
Regardez la formule. Ça a été prononcé de ses mots, les mecs. De sa propre bouche. Le voile ne devrait pas exister en France. Juge le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Ça a été dit, prononcé de ses vœux, les mecs. Eh oui. Mesdames et messieurs, eh oui. C'est une dinguerie, oui. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Eh oui. Retailleau, ça va c'est mieux un climat général en France. Ça va mieux en le disant. C'est un climat Alors, général en France. C'est un climat général. Par ailleurs, il est pas français. Justement, oui, c'est intéressant parce que moi, je crois que dans cette affaire, effectivement, on essaye de faire croire qu'il y a une islamophobie d'atmosphère. Moi, je ne reprends pas le terme d'islamophobie, mais en fait, un racisme anti-musulman d'atmosphère. Effectivement, il faut donner tous les faits. C'est pas un militant. Je vais avancer un peu parce que moi, ça m'intéresse pas les autres là. Karim Zeribi, il parle. Une approche purement ethnique de la société française. Il est français, l'assassin. Et arrêtons d'aller chercher les origines en permanence pour dire mais c'est pas un Français de souche, c'est un Français de telle origine, mais peut-être c'est culturel, donc, mais peut-être que c'est ci, mais peut-être que c'est ça. Mais vous vous rendez compte de la folie de votre raisonnement? Il faut arrêter avec ça. Il est français. Et on n'a pas à aller chercher effectivement derrière cet acte des origines, une raison quelconque. Il n'y a pas de raison à être islamophobe. Et islamophobie, ça n'est pas les frères musulmans qui ont inventé ce terme. C'est en 1910 un administrateur colonial français pour expliquer comment on traitait les musulmans pendant la colonisation. Et ça a été repris en 1950 par des chercheurs britanniques. Et ça a été repris récemment, donc il y a une vingtaine d'années, par des chercheurs français. Et par l'ayatollah Khomeini aussi. Mais enfin, arrêtez votre cinéma. Wow, il est énervé là. Ouh là 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 là. Mais c'est vrai que ça fait des semaines et des semaines que ça dit que c'est les frères musulmans qui ont inventé le terme de l'islamophobie, genre. Mais ça peut se vérifier facilement, ça, les gars. Je sais pas pourquoi les gens nous partagent des fake news comme ça et on avale ça comme des teubés alors qu'on aurait pu récupérer l'information et voir si c'est vrai ou si c'est faux. Merci, hein, Karim Zeribi. Hein. Merci, hein, parce que je vous accuse pas le chat, mais les personnes qui écoutent la télé, qui pensent sincèrement que ça a été inventé par les frères musulmans, ils vont jamais redécouper l'information. Jamais. Jamais, genre. Le mot islamophobie, il est tout à fait correct. C'est la haine des musulmans, c'est la haine de l'islam. Pas du tout. L'islamophobie, c'est... Non mais, pardonnez-moi, je vais répondre. Parce que nous dire l'islamophobie, c'est pour interdire la critique de l'islam. Arrête de crier. Qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous me racontez? On peut parler calmement. Islamophobie, ça veut dire peur de l'islam. Ça veut pas dire de l'islam. C'est la haine de l'islam. De l'islam, pas des musulmans. C'est la haine. C'est comme l'antisémitisme pour les juifs. C'est pareil. Oui, mais justement, on parle d'antisémitisme et pas de judéophobie. On parle de violence contre les chrétiens et on parle pas de christianophobie. Le mot islamophobie a été utilisé pour la première fois en français au début du 19e siècle, mais il a connu des évolutions de sens. En 1910, le terme apparaît pour la première fois dans un journal, dans un article du journaliste Alain Kellien, un administrateur colonial français. Il l'utilise dans un contexte colonial pour critiquer les préjugés de certains administrateurs français envers les musulmans d'Afrique du Nord. Ok ? Dans les années 90, le mot est réintroduit et popularisé dans le débat public, notamment en Grande-Bretagne à partir de 97 dans un rapport qui s'appelle Islamophobia, a Challenge for Us All, publié par le think tank Runnymede Trust. Ok. Think tank. J'ai eu le bon accent, non? Ça va, c'est tranquille. Mais effectivement, il y a des caricatures. Vous tombez dans une querelle de mots volontairement pour éviter le débat. Non, il y a une haine des musulmans dans notre pays qui est grandissante dramatiquement. Allez, messieurs, on va passer la parole sur le plateau. Je pense qu'on est dans un pays où il y a la haine des musulmans. Bon, le maire de Sarcelles, qui était mon ancien maire à l'époque, ça Poponi, ça y est, Poponi. Mais qui donne le là? C'est le gouvernement quand même, à un moment donné. C'est pas le gouvernement d'un parti, c'est le gouvernement de tous les Français. Quand un ministre de l'Intérieur, il met 48 heures pour aller même pas voir le lieu de culte et les fidèles, ça t'interpelle pas, toi, tu t'en fous. C'est un vrai sujet. Ne le balaye pas de revers de main. Mais quand la gauche, quand il y a une marche antisémite... Mais je m'en fous de la gauche, moi. Elle est pas au gouvernement, la gauche. La gauche, mais quand des gens comme Mélenchon, ceux qui nous gouvernent, quand des gens comme Mélenchon veulent devenir président de la République, sont pas capables de se déplacer pour une marche contre Zibi, ça me choque aussi. Tu fais de Mélenchon le sujet majeur, alors que là on est en train de parler des ministres de l'Intérieur, ministres d'État. On est en train de se fracturer tous, voilà. Et quand on voit le pays dans lequel il est, moi j'espère qu'à un moment il y aura un sursaut républicain. Que le gouvernement nous appelle à ce sursaut en traitant tout le monde de la même manière. Dernier extrait de Bruno Retailleau, j'aimerais qu'on écoute, c'est le moment où il évoque la famille d'Aboubacar Cissé. Non, c'est vraiment Game of Thrones là, la France. Hein. On va tous se battre pour un trône. Tous les acteurs politiques se battent pour un trône. Les mecs, ça va être chaud 2027 en vrai de vrai. Hein. Ça va être très très chaud. Hein. La guerre de succession, mec.
parce qu'on lui a Et pour apporter quoi en plus? Pour apporter quoi? Au sujet de la famille Cissé, qui s'est exprimée hier à l'Assemblée à l'invitation de la gauche, et il vous est notamment reproché d'avoir refusé de les recevoir. Alors vous avez... Mensonge. Cette conférence de presse était une récupération, une instrumentalisation. C'est un mensonge éhonté. Vous n'avez jamais refusé de le recevoir? Jamais. D'abord, aucune ils n'ont demande. Pas demandé la demande qui m'a été faite, et je les recevrai prochainement. C'est le Haut Conseil malien, un organe de représentation de la communauté malienne sur le sol français. J'avais demandé, moi, dès dimanche, au préfet de s'enquérir pour savoir si Aboubacar Cissé disposait d'une famille. Il a rencontré d'ailleurs son oncle hier soir à 18h. Ils savent que je suis disposé à les rencontrer. Mais que des hommes et des femmes politiques produisent de tels mensonges. Mais que disent les médias? Pourquoi est-ce que les médias ne font pas des enquêtes? Vous imaginez un homme, une femme de droite qui ferait ce genre de choses? Mais alors tout le monde lui tomberait sur la tête. Parce que là, effectivement, il y a eu de nombreux reproches qui ont été adressés à Bruno Retailleau, notamment celui-ci, François Pupponi. Alors que c'était faux, en fait. En fait, ce qu'il a dit ce matin, c'est d'abord il fallait trouver la famille. Ah mais d'accord, il est pas parti sur place parce qu'il ne savait pas retrouver la famille, parce qu'ils étaient sans papier, c'est ce qu'il veut dire en fait. C'est une folie de dire ça. Bah j'ai l'impression que c'était ces mots, ouais, putain, what the fuck. Attends, je vais écouter la formule là de monsieur Gérard Larcher, président du Sénat. Spécifique pour monsieur Cissé, il a fait une minute de silence pour les victimes, on va écouter son discours. Le meurtre d'une jeune fille de 15 ans, poignardée jeudi dernier, et les blessures occasionnées à 3 de ses camarades dans un lycée à Nantes par un élève de cet établissement. Le meurtre, non moins odieux dans le Gard, d'un jeune fidèle de la mosquée de la Grand-Combe, poignardé dans un lieu dédié à la prière. Le Sénat exprime toute sa solidarité à la communauté musulmane. L'agression d'un rabbin à Orléans, sortant d'une synagogue devant son jeune fils. Le combat contre l'antisémitisme est une grande cause nationale. Ces faits illustrent l'état de fracturation de notre société. Grande cause nationale. Nous avons aussi accueilli le message de paix légué par le pape François, qui fut sa vie durant un homme de dialogue qui n'a cessé d'appeler à la fraternité. Je vous appelle donc, mes chers collègues, à un moment peut-être de réflexion collective. Face à tout cela, ça me paraît extrêmement important, oui, réflexion collective et de recueillement. Et je vous propose quelques secondes de partager ce moment. Voilà pour le discours apaisant de Gérard Larcher, qui a raison et qui dit voilà, il y a des victimes. Sinon, on va faire des minutes de dénonçons silence ce qu'il faut dénoncer. Pour qui il faut faire une minute de silence et pour qui il ne faudra pas en faire. Donc il a entièrement raison. Ça, c'est encore un autre sujet. La multiplication des minutes de silence. Oui, mais pour les uns et pas pour les autres. Il y a Grande Idée qui au début dit non et puis finalement voit la France Insoumise s'agiter, dit finalement on va faire une minute de silence. Enfin, c'est aussi une forme d'instrumentalisation. Moi, je crois que l'erreur, ça a été de faire une minute de silence pour Naël avant qu'on connaisse les faits. C'était pas le lieu de l'Assemblée nationale et le timing. Il y en a eu d'autres avant pour d'autres victimes. Non, je ne crois pas. Non, très sincèrement, à part des victimes. Thomas Crépol à l'Assemblée nationale. C'est après. Est-ce que vous êtes de mauvaise foi, Alexandre? C'est après Crépol. C'est après Crépol et dans la volonté justement d'équilibrer. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas d'équilibre à avoir pour rendre hommage, par exemple, à des militaires à l'Assemblée. Putain, on en est là quand même les mecs, hein, de savoir qui mérite sa minute de silence ou pas. Franchement, ce débat, waouh les gars. T'as l'impression que si c'est un rebeu, il mérite pas sa minute de silence. Si c'est un blanc, bon, ça va passer crème, quoi. C'est dingue de se dire qu'on doit en débattre sur un plateau télé. C'est fou, non? Nationale ou à des serviteurs de l'État. Oui, ça a toujours été le cas et ça doit le rester. Pour le reste, moi, ce que j'attends des politiques, c'est qu'ils trouvent des solutions pour éviter qu'on s'entretue. C'est ça qu'on attend des politiques. Les minutes de silence, c'est pas à eux de les faire, que ce soit pour Naël, que ce soit dans ce cas-là, ou que ce soit même pour Crépol, parce que malheureusement, ça ne ramènera personne. Après, les gars, bon, malheureusement, je vais devoir dire un peu les termes, mais là où il a un peu raison, c'est que cette multiplication de faire des minutes de silence, je pense que ça... Moi, je le dis à titre personnel, les mecs, je pense que ça sert pas à grand-chose dans le sens où les Français attendent qu'ils soient protégés, mais pour de vrai, avec de véritables actes, plutôt que d'attendre chaque semaine la minute de silence, ce sera pour qui? Est-ce qu'il mérite une minute de silence et ensuite ça fait un débat à la télé, etc. Moi, je pense sincèrement qu'il faut mettre le paquet sur comment le pays doit bien tourner, genre. Notre pays a besoin de retrouver le vivre ensemble, c'est tout, c'est comme ça passe par des actes.
Parce que là, c'est du théâtre, exactement. Pour moi, c'est du théâtre, genre. Merci à Grid pour le sub. Merci, mon gars. Merci. Quel acte, du coup? Bah, quel acte? Bah, on attend déjà des propositions de loi, on attend des choses, je sais pas moi, d'appréhender des personnes qui peuvent nous casser les couilles, j'en sais rien. On attend des actes, je suis pas un membre du gouvernement, les mecs. C'est à eux de faire le bien. C'est à eux de répandre le bien dans la France. Le symbole, c'est important aussi. Après, les gars, moi, je vous dis la vérité, hein. Je vous dis à titre personnel, si tu fais une minute de silence pour un tel ou un tel, tout le monde va essayer de réclamer des minutes de silence. Lui, il mérite sa minute de silence. Et lui aussi, et lui aussi, et lui aussi. Ça va être un bordel, les gars. Les gars, ça va être un bordel. Vraiment. Pour ou contre le port d'armes? Je suis contre. Pourquoi je serais pour le port d'armes, what the fuck? Pourquoi cette question, wesh? On veut de l'action. Bah bien sûr, on veut de l'action, mec. On veut de l'action, mon gars. Et c'est pas à nous de réfléchir à la place des gouvernements. Des gouvernants, pardon. Ces mecs-là sont payés je ne sais pas combien d'argent par mois, plus des indemnités, en veux-tu, en voilà. C'est à eux de réfléchir à notre place. Pourquoi ce sera à nous? Pourquoi ce sera à nous de réfléchir, mec? Quand on fait ça, on ouvre justement une boîte de Pandore qui est celle de la concurrence victimaire et qu'il faut justement pas aller là-dedans. Et après, sur le timing de la visite, effectivement, il y avait le voyage à Rome. Il était avec le président de la République toute la journée de samedi. Dimanche, il s'est rendu à la préfecture. Il y avait une marche blanche. Est-ce que c'était opportun aussi d'aller sur place au moment de la marche blanche? On l'aurait peut-être aussi accusé. Tu y crois encore, Dauphin? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais accepter la fatalité? Je vais accepter que mes frères citoyens français vont se faire abattre. Tu y crois encore? Ben j'ai envie d'y croire. Pourquoi je serais dans le fatalisme? Bah non, j'ai envie d'y croire. J'ai envie que la France se porte bien, genre. Je sais pas. D'instrumentaliser les faits, carrément. Mais c'est instrumentaliser ici, en bah faisant ouais. part de son émotion quand on est misé culte, en allant voir les fidèles sur place, en leur expliquant que le ministre des cultes, ministre de l'Intérieur, ministre de la France, il est aux côtés de tous les Français, quelle que soit leur religion. On n'instrumentalise pas quand on fait ça. Moi, je rentre pas dans les querelles politiciennes. Moi, je veux qu'on ait la même conviction, la même sincérité, la même démarche, la même, je dirais, diligence lorsqu'il s'agit de juifs, de musulmans, de chrétiens ou d'athées, lorsqu'il y a des choses qui sont ignobles dans notre pays. Et on constate là qu'il y a quand même une différence de timing, qu'il y a une hésitation, un pas en avant, deux pas en arrière, on joue sur une querelle de mots. Non, c'est pas islamophobe, c'est anti-musulman. Je suis désolé. Je veux dire, à moins le combat contre l'inacceptable mérite plus, mérite mieux en termes de mobilisation nationale. Quand on a un esprit républicain, quand on ne définit pas les Français par une origine, couleur de peau, une religion, on s'insurge de la même manière, avec la même rapidité, avec la même sincérité. On n'a pas senti ça chez Bruno Retailleau. On a le droit de le dire en tant que Français quand on est sensible effectivement à ce qu'il n'a pas fait et à ce qu'il aurait dû faire. Pour autant, je ne vais pas lui jeter des anathèmes, je ne vais pas l'accuser de tous les mots MAUX. Je dis simplement que j'attendais autre chose de notre ministre de l'Intérieur et qu'il n'a peut-être pas été au rendez-vous dans un acte ignoble qui doit émouvoir la France et pas simplement les musulmans. Quand on a ce genre de débat, il faut être un minimum honnête, Karim, je suis désolé de le dire. Mais Bruno Retailleau, qui a été beaucoup interrogé sur le sujet depuis l'assassinat d'Aboubacar, n'a dit... Ah mais c'est un suceur ce mec, hein. Il a rien à dire sur Retailleau. Pour lui, Retailleau il fait tout parfaitement, je comprends pas. Qu'une chose, il a dit mon boulot c'est de protéger tous les Français et de protéger tous les gens qui sont ici de ce genre d'actes atroces. Les mots et les actes. François, je l'ai toujours dit. Les mots et les actes. Les mots, c'est ce que je viens de dire. Et dans les actes, pardon, ils sont en train de faire revenir Il s'est rendu. Non mais qu'est-ce que tu me racontes? Il n'est pas en France, Karim. Il était quasiment arrêté par la police. Objectivement, les enquêteurs étaient assez trousses. Je pense qu'effectivement, le ministre de l'Intérieur aurait dû aller à la mosquée. Les élus locaux ne voulaient pas. Hein, mais bon, après. Peut-être après. En tout cas, il aurait dû. Voilà, ok. La polémique, maintenant, il faut qu'elle s'arrête. Il faut, qu'on sache ce qui s'est vraiment passé. Exactement. On a commencé par ça. Cet individu soit remis à la justice, soit lourdement sanctionné si effectivement il est coupable, et effectivement qu'on arrête ces polémiques, parce que ça ne fait que fracturer notre pays. Mais effectivement, il faut être objectif, il y a eu un peu de loupé au départ. C'est comme ça. Après, le ministre en a expliqué, il a été présent sur l'événement, il l'est encore maintenant, et puis voilà, il faut maintenant passer à autre chose. Bien sûr. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant, on continue. Attends, j'ai juste un taf dans lequel je vois le mal de la société et je ne vois pas un gouvernement les régler. C'est quoi ton travail? Tu peux nous dire ou pas? T'es policier. Ah, t'es policier, toi. Ah, je vais skip la pub. Ça se voit que t'es policier, hein? T'es policier, mon gourmand.
Alors, frein d'incarcération, attendez, on va écouter juste les derniers débats, dernières paroles de monsieur Karim Zeribi, ça m'intéresse. Produits de la nourriture, c'est plus cher que dans les épiceries de droit commun à l'extérieur. Donc il y a quand même quelque part des taxes indirectes qui existent. Surveillant pénitentiaire. Après, moi je préférerais franchement qu'on travaille et qu'on mette le paquet sur la réinsertion pour éviter la récidive. Et la formation en prison. Qu'on aille chercher 4-5 euros par mois qui ne servent pas à grand chose, si ce n'est faire une annonce qui est inopérante en termes d'efficacité. Geoffroy. Quand Gérald Darmanin a parlé de ça, je me suis dit, mais c'est vrai, qui paye? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était nous, et je me suis dit, c'est vrai, c'est ça le vrai problème en réalité. Oui, mais en même temps, voilà, 83% des Français sont favorables. Et favorables à quoi? Est-ce que, en fait, est-ce qu'il y a plus de places de prison? C'est ça la question. C'est ça le vrai enjeu, c'est que déjà on a un problème de coût, c'est-à-dire que malheureusement, on voit bien que c'est la. On va avancer un peu. Pour que nos prisons, effectivement, soient moins remplies de délinquants et que derrière, ces délinquants puissent pas des bêtes sauvages. Se réinsérer. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas de réinsertion. C'est pas vrai. Ça marche pas. Il y a de la récidive. 50% des actes de délinquance sont commis par 5% de délinquants multirécidivistes. Il y a quelque chose qui ne va pas. La prison, ça ne fonctionne pas tel qu'elle est établie aujourd'hui. C'est vrai que c'était une petite mesure qui a été proposée dans un vaste ensemble de mesures. Le 1er mai, c'est demain. Beaucoup de manifestations et de cortèges. Vous allez faire quoi demain, les mecs? Demain, c'est le 1er mai, vous allez en manif ou? Prévu dans toute la France, comme le veut la tradition syndicale. Mais il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes sur des éventuelles violences. On se rappelle du 1er mai. Aller dans les bois carrément, rompiche. Ça travaille pour certains, vacances. Ok. Manif pour certains. Une seule personne. 100 000 à 150 000 personnes qui sont attendues dans les rues partout en France ce 1er mai. Avec un cortège parisien composé de 15 000 à 30 000 manifestants. De quoi faire craindre aux autorités le risque de débordement. Et pour cause, jusqu'à 400 Black Blocs sont attendus dans le cortège à Paris, certains venus de pays étrangers, comme l'Italie ou l'Allemagne, pour faire face aux forces de l'ordre. Ah ouais. Nous allons nous mobiliser parce qu'on sait très bien que les Black Blocs essaient d'installer un certain nombre d'objets qui sont des armes par destination, ils les camouflent, etc. Et demain, on ne tolérera rien. À la moindre violence, à la moindre dégradation, nous interviendrons de façon la plus ferme. Le cortège s'élancera de la place d'Italie et rejoindra la place de la Nation avec un dispositif de sécurité important. Autre crainte des policiers, en plus des appels au débordement relayés sur les réseaux sociaux, la présence attendue de plusieurs centaines de manifestants pro-palestiniens. François, il y a toujours un risque sur ces manifestations du 1er mai. Évidemment, ça allait parler des propals, les mecs. Putain, ça me fume quand même. Attends, je vais écouter le mec du JDD, là. Je crois le jeune, il y a un vrai risque pour demain. Comme disait François, depuis 2018, on commande tous les ans des images. C'est pas toujours les mêmes d'ailleurs, c'est parfois plus violent que d'autres. Je crois que l'année des retraites, c'était particulièrement violent. Donc ça veut dire que quand la gauche radicale est entraînée, est un peu échauffée, c'est pire que d'habitude. En ce moment, on peut dire qu'elle est un peu à son maximum. Et donc moi, je suis assez inquiet après ce qu'on a vécu le week-end dernier, où en effet, maintenant, il y a carrément des appels à des débuts d'insurrection ou de constitution de milices, etc. Il reprend encore les mêmes termes que le collaborateur, du collaborateur. Sérieusement, faut arrêter de donner du gaz à des mecs qui n'ont pas de buzz. Et je le respecte, le gars, mais reprendre cette formule-là, ça veut tout et rien dire. C'est de montrer les dents. Je m'interroge aussi sur la riposte. De Blasco te verra à la manif où tu vas rompiche. Je vais vraiment rompiche. Vraiment. Je vais vraiment rompiche, les mecs. Policière, c'est très compliqué en fait d'intervenir en manifestation. C'est très compliqué aussi de judiciariser ce qui se passe en manifestation. Les antifas, pour ne citer que, sont très bien organisés, savent exactement comment faire en sorte de ne pas se faire avoir, au sens de ne pas se faire condamner après ce qui se passe. Donc ça va être un affrontement, un peu compliqué. Et puis on n'arrive pas à les empêcher d'aller dans la manifestation. Non plus. C'est toujours le problème de ces interpellations préventives, carrément. Non, mais... Wesh, abuse, ça m'aide. Et les gars, je ne vais pas en manif. Et c'est quoi le problème? Vous savez très bien que je vais rarement dans les manifs. Je ne vais pas en manif tout court. J'en ai fait que 2 de toute ma vie. Genre, vous allez faire quoi? Vous allez faire comme avec Mathieu Burgalassi. Vous allez lui mettre un coup de pression en mode hey, t'es un très mauvais gauchiste. Tu vas pas en manif, tu es coupable. Je vous baisse, c'est bon? C'est bon ou pas? Je vais bien lancer TFT. Je vais bien me reposer, je vais bien passer Challenger aussi, parce que voilà, je veux passer Challenger, c'est important de passer Challenger, voilà. Je fais ce que je veux, ouais. Mais moi j'en ai marre, toutes les années, une fois qu'il y a des manifestations, de devoir commenter les violences perpétuelles de plus en plus Je fais déjà ma part de militantisme ici surtout, bien sûr. Des revendications légitimes. En plus c'est un mec qui a son first message.
Monsieur Micro-Poussière, il a dit, Dofla, tu fais déjà ton militantisme ici. C'est bon, j'ai fait ma part du devoir, les mecs. J'ai fait ma part du devoir, hein, non? C'est bon, tout va bien. Ah, moi, je suis une meuf. Ah, pardon, excuse-moi. Enchanté, madame. Genre, bienvenue sur mon stream. Bienvenue sur mon stream. Voyez, les gars, écoutez, madame. Moi, j'ai déjà fait ma part de militantisme. Foutez-moi la paix maintenant. Laissez-moi tranquille, Zépi. Le pouvoir d'achat, les conditions de travail, les effectifs dans certaines catégories de services publics. Et au final, le soir, on ne commente jamais les mots d'ordre qui sont légitimes et on en vient toujours à commenter la violence parce que nos manifestations sont pourries par des centaines, quelques milliers parfois de black blocs sur lesquels on n'arrive pas à porter, je dirais, une offensive réelle et véritable. Donc c'est invraisemblable quand je veux dire que ces gens-là, ils sont pas non plus des centaines de milliers, ils sont des fois des centaines, parfois, allez, au bas mot, 1000, 2000, mais ils arrivent à détourner l'attention du pays en faisant qu'on ne parle que d'eux. C'est insupportable. Il faut que nous ayons une stratégie. C'est pas possible. À l'origine, lorsqu'ils se déplacent d'Italie, d'Allemagne, je sais pas, ils passent bien dans les gares. Il y a un moment donné, c'est pas possible, quoi. Là-dessus, on ne s'est pas rendu service. Je crois qu'en 2018, dans la loi anti-casseurs, il était prévu justement de pouvoir arrêter ces gens de manière préventive et ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Donc ça, c'est encore une fois le fameux débat sur l'état de droit prouve que même là, en l'occurrence, c'est vraiment du bon sens. D'ailleurs, ça nous met à peu près tous d'accord. On ne peut pas faire certaines choses parce que notre droit nous en empêche. Et en même temps, arrêter des gens préventivement alors qu'ils n'ont encore rien fait. C'est l'avocate qui se réveille. C'est un peu compliqué. Non, mais je veux bien, mais en 2007, dans les émeutes urbaines, ça a été fait largement. Hein. On sait le faire quand on veut. 2007. Oui, mais sur quel... Il faut mettre des critères. 5 et 2007. Il y avait des critères. C'est des gens qui avaient déjà été... On se mettait dans les gares. Oui, je me rappelle. Il n'y avait pas de critères. À l'antenne. Non, mais déjà, devant le Conseil constitutionnel, vous devez quand même mettre des critères, si vous voulez. Oui, non, mais je ne dis pas que c'était légal. Hein, mais ils sont très organisés parce qu'ils mettent sur le parcours. Attends, je vais avancer, mais je crois qu'on va en finir avec ce débat, là. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Voilà, ça va être sur un débat, ça va être sur des trucs qui ne m'intéressent pas trop, quoi. Ok.